Bonjour et bienvenue dans Gustave et Calipige au Royaume des Culs. Aujourd'hui dans Superbes Héroïnes, on va vous parler de sexualité. Alors les plus jeunes, veuillez fermer la fenêtre. On est désolé, c'est pas qu'on vous aime pas, c'est juste qu'on ne veut pas être responsable de vos prochaines années de thérapie. Alors aujourd'hui on est avec Calipige. Calipige, bonjour. Bonjour. Calipige, tu es actrice et auteur dramatique. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce surnom Calipige? Car en réalité, tu t'appelles Juliette Vaillet. Alors, Calipige, c'est un peu prétentieux. Calipige, c'est une référence aux Vénus Calipige, qui sont des statues grecques qu'on voit de dos et qui laissent entrevoir à travers un voile, en général blanc et presque transparent, un arrière-train très rebondi et très bien proportionné. Donc, en soi, Calipige, ça veut dire jolie fesse. C'est ça. Alors Calipige, aujourd'hui on va parler de fellation. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la fellation? Alors la fellation, très simplement, selon le Larousse, la fellation c'est l'acte sexuel qui consiste en une stimulation bucco-lingale de la verge. Plus simplement, en fait, c'est le fait de prendre en bouche le pénis d'un partenaire consentant, c'est quand même mieux et plus légal, afin d'exercer à l'aide des possibilités multiples offertes par sa bouche des mouvements technique, succion et léchage sur le dit pénis, dans le but d'offrir du plaisir à la personne se trouvant à l'extrémité du même pénis. À terme, ce plaisir pouvant même aller ou non jusqu'à l'orgasme et donc l'éjaculation. D'accord, alors ça concerne les pénis, d'accord, très bien. Et alors, ça vient d'où, la fellation? Qui est-ce qui a inventé la fellation? Alors, on ne connaît pas le responsable de la première fellation, ni pourquoi la première fellation. Ce qu'on sait, c'est que, étymologiquement, fellation, ça vient du latin fellatio, qui lui-même est un dérivé de fellare, qui lui signifie littéralement sucer ou même téter. D'accord, donc comme un nourrisson pourrait téter sa mère. C'est ça, c'est le même terme. Donc c'est un petit peu freudien, cette histoire, c'est un peu oedipien. C'est ça, on n'en dira pas plus, mais on en pense qu'on en veut. Alors, est-ce que tu peux nous dire ce qu'en dit le Kama Sutra, qui est une œuvre littéraire qui parle de sexualité, qui date d'entre le 1er et le 5e siècle? Alors, le Kama Sutra, il consacre tout un chapitre entier qui s'appelle l'Oparishtaka. En soi, est-ce que ça ne voudrait pas dire la formule magique pour une bonne fellation? C'est ça, en fait, c'est la formule magique pour la bonne fellation. En fait, en traduction, ça veut dire le congrès buccal, ce que je trouve assez joli comme expression. Dans le Kama Sutra, il donne 8 étapes distinctes. Est-ce que tu peux nous les donner? Bien sûr, et donc si vous voulez réussir vos fellations dans les règles de l'art à partir de maintenant, je vous conseille d'ouvrir vos ouïes. Alors, on a d'abord le congrès nominal, le mordillage des côtés, la pression extérieure, je vous laisse imaginer, la pression intérieure, le baiser, le polissage, la succion et enfin, comme chacun sait, l'absorption. Alors, on sait que le Kama Sutra, surtout, ça date du 5e siècle, donc les choses ont évolué depuis. Vous n'êtes pas du tout obligé de suivre ces règles, bien entendu, chacun fait comme il veut. Calipige, j'aimerais te demander finalement comment est-ce qu'on a découvert la fellation? Comment c'est venu à l'idée des humains de se faire des fellations? Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas, je pense que personne ne sait. Après, on peut imaginer beaucoup de choses. Bon, déjà, on sait que la plus ancienne allusion à cette pratique consiste en un dessin qui a été retrouvé en Mongolie, qui a été dessiné sur la paroi d'une grotte. Elle n'est pas particulièrement explicite, mais elle représente quand même un homme à genoux devant un autre, le zizi à l'air. C'est quand même preuve que cette histoire ne date pas d'hier. Oui, quand même. Après, on peut imaginer beaucoup de choses pour la fellation. Vu que la fellation est ce qu'on appelle un don, dans le sens où elle ne donne physiquement du plaisir qu'à une seule des deux parties, physiquement, hein, bien sûr, celle qui se fait sucer, disons-le franchement. Alors comment est-ce que le premier homme sucé a-t-il réussi à convaincre son ou sa partenaire à prendre en bouche son organe sans que le partenaire en question n'y prenne aucun plaisir physique? Je précise encore une fois, c'est une excellente question. Alors peut-être que c'est un accident, un peu comme la tarte tatin, genre le type a glissé, il y avait une bouche ouverte à proximité, chose entraînant une autre, ils se sont rendus compte que c'était plutôt cool. Ou alors peut-être un échange de bons procédés, genre écoute, ça on n'a jamais essayé, je pense que ça peut être sympa, on se dit tu me le fais, je te le fais, puis après on avise. Ou alors plus simplement, c'est une expérience sexuelle comme une autre. Les hommes préhistoriques, dans leur découverte du plaisir sexuel, ont tenté un peu tous les trous, dans la limite du possible, hein, bien sûr. Je pense aux oreilles et aux narines. Ils ont dû très vite se rendre compte que ça allait pas coller niveau taille. Mais en fait, la bouche, c'est plutôt élastique. Donc allez, hop, on se l'attend. Puis ça évite un énième bébé qui, de toute façon, risque de se faire bouffer par une bête sauvage avant d'atteindre sa 2e année. Alors, Calipige, il y a une question que je me pose, c'est si les deux parties ne ressentent pas un plaisir égal, mais pourquoi la fellation finalement? Mais ça c'est une bonne question et j'ai pas réponse à tout, donc encore une fois ça va être des suppositions. Ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'il existe une différence notable entre le fait de sucer et celui de se faire sucer.
Donc dans les faits, déjà, parce que si la fellation apporte un plaisir manifeste et tout à fait physique à celui qui la reçoit, il n'en est pas de même pour celui ou celle la pratiquant et offrant sa bouche pour y accueillir l'appendice encombrant de celui à qui le plaisir est offert. Donc même si certaines personnes éprouvent du dégoût quant à cette pratique millénaire, d'autres ne voient aucun inconvénient à satisfaire des besoins à l'aide de leurs talons buccaux. Alors même s'il s'agit parfois d'un réel penchant altruiste, d'autres au contraire, y voient quelque chose d'extrêmement satisfaisant au-delà de la générosité pure de cet acte. Donc, la fellation peut être non seulement excitante pour le suceur aussi, mais elle peut aussi être un moyen de contrôler, entre guillemets, le plaisir de l'autre. Dans l'inconscient collectif, il existe également une énorme différence entre les deux parties. Ah bon, mais comment ça? Alors, on connaît tous des expressions. Tu suces le prof, elle a sucé pour avoir ce taf, il lui a sucé la bite, dans toutes ces expressions très raffinées, souvent entendues, où l'idée dominante est qu'une personne aurait flatté une autre pour arriver à ses fins, un peu à la manière du corbeau et du renard, mais pas exactement de la même façon. Est-ce que le renard a sucé le corbeau? Dans un certain sens, oui. On peut dire que le renard a sucé le corbeau. La fellation est perçue dans ces expressions comme un acte dégradant, mais uniquement pour celui qui la pratique sur l'autre. C'est bizarre ça, mais pourquoi? C'est complètement injuste. Pourtant, la pipe, ça semble quand même être plutôt apprécié, du moins en majorité. Et pour qu'il y ait un sucé, vous êtes d'accord avec moi, il faut qu'il y ait un suceur. Absolument, Calipige. Et pourtant, ces derniers ont presque toujours été vus comme des personnes se rabaissant volontairement pour le plaisir de l'autre. Le receveur est vu comme un espèce de héros étant arrivé à ses fins, et l'autre comme un moins que rien, à genoux devant l'autre, pour satisfaire le demandeur. Et ça date pas d'hier. Mais comment ça, Calipige, ça date pas d'hier? Est-ce que tu as des exemples à nous donner? Tout à fait, j'ai même un exemple en particulier. Pour ça, il faut revenir quelques années en arrière, avec ce que j'ai appelé le paradoxe de la pipe romaine. Qu'est-ce que c'est le paradoxe de la pipe romaine? Alors, il faut se remettre dans le contexte. Dans l'Antiquité romaine, la fellation pratiquée par un homme était jugée comme pratique honteuse. Le mot fellateur, c'était une injure suprême. Pourquoi? Parce qu'un homme s'adonnant à des pratiques dites féminines, j'utilise de gros guillemets, perdait sa virilité immédiatement et donc son statut social avec. Oui, parce que les seules personnes autorisées à la pratiquer étaient celles qui n'avaient pas réellement de statut dans la société de l'époque, à savoir les femmes, les prostituées, les esclaves et les enfants. Tu viens de dire les enfants? Oui, j'ai bien dit les enfants. Donc si on surprenait un homme ne remplissant pas ces conditions à genoux devant l'autre, c'en était fini de lui et de sa réputation et même de sa place dans la société. Par contre, l'homme recevant la fellation d'un autre homme se voyait être valorisé. Cette idée que pour que quelqu'un soit vu comme supérieur, il faut qu'il y en ait un autre qui lui soit rabaissé plus bactère. Heureusement, les choses ont changé, me direz-vous. Oui, heureusement. Et alors, Calipige, je me demandais, la religion, qu'est-ce qu'elle en dit de la fellation? Alors, les religions, globalement, elles sont à peu près toutes d'accord sur un point. Je parle des grandes religions qu'on connaît, les autres, je suis pas très renseignée. Mais elles sont toutes d'accord sur un point, c'est que le sexe uniquement pour le plaisir, c'est pas ouf. On préférera quand même que ce soit utile, donc que ça amène à la procréation, ce qui, il faut le savoir, ce n'est pas du tout le cas avec cette pratique. Et fort heureusement. Quand on parle de fellation, Calipige, on entend parfois le mot irrumation, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça me paraît bien compliqué. Non, pas du tout. En fait, c'est juste qu'il existe une différence notable entre le fait de se faire sucer passivement et le fait d'être actif pendant l'acte. Voilà, l'irrumation, c'est ça. Et c'est le fait de plus être passif, mais d'effectuer un mouvement de va-et-vient avec son bassin dans la bouche de son ou sa partenaire. Alors, les humains, d'accord, mais les animaux, est-ce qu'ils pratiquent la fellation, les animaux? Bien sûr que les animaux pratiquent la fellation. Comment les animaux peuvent-ils la pratiquer, on va se dire? Parce qu'on a tendance à penser que le coït animal est uniquement lié à la reproduction et non au plaisir. Et c'est vrai ça? Mais non, c'est complètement faux. Bon, les bonobos, bien sûr, mais les bonobos, ça compte pas, parce que niveau sexe, ils pratiquent à peu près tout et pour un peu n'importe quoi. Mais par exemple, la chauve-souris, la roussette, cette petite coquine, est une spécialiste de la fellation qu'elle pratique. La tête en bas pendant l'accouplement. Hyper souple. Waouh. Merci beaucoup Calipige pour ces informations sur la fellation. En conclusion, donnez-vous-en à cœur joie, la fellation c'est cool si les deux parties sont consentantes bien sûr, si vous n'êtes pas enrhumé, si vous n'avez pas des canines trop acérées. N'oubliez pas non plus de vous protéger car la fellation aussi peut vous apporter des MST. Et par pitié, enlevez-vous de la tête que c'est humiliant, sinon on arrête tout. Et croyez-moi, à part en se faisant enlever les côtes, c'est très compliqué d'être assez souple pour le pratiquer tout seul. À bientôt sur Superbes Héroïnes. La prochaine fois, on revient sur un sujet consacré au plaisir féminin. À très bientôt.